Altesse royale, c'est pour nous un très grand plaisir et un très grand honneur de nous avoir parmi nous ce soir. Et votre présence est un soutien précieux pour une cause qui est difficile. Et je crois que tous nous partageons ce soir la même passion pour le sujet. Merci. Je remercie également Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur Laurent Moser, de s'être rejoint à nous pour cette cause. Mesdames, Messieurs les députés, bourgmestres et chevins, il est très important que l'information qui va se dégager des débats de ce soir, qu'elle puisse servir à tous les niveaux. J'aimerais aussi remercier le Conseil national des femmes, représenté ici avec sa présidente et sa vice-présidente, qui nous ont aidés avec une brochure qui détaille tous les soucis qui découlent du sujet des mutilations génitales et nous ont aidés à faire passer le message à travers vos canaux. Et merci à vous. Je remercie bien évidemment aussi tous les amis de la Fondation et ceux qui ne nous connaissent pas encore bien. Je ne veux pas oublier une quinzaine de bénévoles qui, pour certains, depuis ce matin, nous accompagnent en se faisant chauffeurs, photographes, hostesses, techniciens, et qui nous ont fait un cadeau précieux, très précieux, qui est leur temps. Merci. Bien sûr, on accueille tous ensemble ce soir une personne extraordinaire, une femme exceptionnelle, Madame Waris Dirie, une dame qui personnifie la lutte contre la mutilation génitale, une dame qui, dont la vie courageuse et déterminée est racontée à travers des livres et un film qui ont fait le tour du monde. J'aimerais annoncer un petit changement au programme par rapport à ce qui vous a été distribué. Madame Dirie nous accompagne avec un grand cœur et avec énormément d'engagement. Déjà depuis ce matin, 9 heures, d'interview en interview. Et ce soir, plutôt vers 17 heures, en sortant de l'Utopolis où elle a rencontré les étudiantes, elle a eu une mauvaise nouvelle au téléphone. Il y a une personne proche de sa famille qui a été livrée à un hôpital et qui, avec un mauvais pronostic, et elle voulait absolument, malgré tout, malgré son épuisement, assurer sa présence ici. Et de commun accord, on l'a limité au discours qu'elle a prévu de faire. Donc, elle ne participera pas à la conférence débat. Boris, you gave us already so much today. To all the students, to all the people you met, and we perfectly understand what happened to you, and we love you all. Il y a le sujet qui nous réunit ce soir, il est très grave. 8000 petites filles par jour qui subissent une mutilation dans la douleur, dans des conditions d'hygiène qui sont déplorables et qui mettent en danger leur vie. Il y a 8000 filles par jour qui seront marquées pour leur vie. Pourquoi ? Pour rien. Parce qu'un code de traditions ancestrales le demande. Parce qu'il y a des contraintes sociales qui sont toujours là. Parce qu'il y a des femmes qui exercent ce métier d'exciseuse. Parce qu'ils en vivent, parce qu'elles insistent. Et surtout, parce qu'un enfant ne sait pas se défendre. Parce que les cris d'un enfant n'arrivent pas à résonner le monde des adultes.
Mesdames et messieurs, aujourd'hui, 1250 personnes se sont déplacées vers l'Autopolis. 1250, la moitié des étudiants, pour écouter Madame Guéry, pour regarder le film, l'histoire d'une révolte courageuse qui a brisé le silence, le tabou autour de ce crime du XXIe siècle. 600, plus de 600 ce soir, dans cette salle. Et la Fondation décline des invitations, des inscriptions depuis 2 semaines. 300 sur la liste d'attente. Mesdames, Messieurs, qui d'entre nous n'aurait pas dit une fois, pensé parfois, que ce pays, que nous étions devenus un peu trop aisés pour souffrir de l'injustice faite à d'autres, que nous étions devenus un peu trop peu courageux pour s'indigner vraiment, que nous étions devenus un peu trop confortables pour se déplacer et pour se mettre en mouvement. Alors remercions-nous ce soir. Remercions-nous d'avoir apporté la preuve nécessaire du contraire. Il y a déjà quelques jours, et depuis ce matin, 2 personnes m'ont demandé comment se fait-il que la fondation qui est connue pour la lèpre et pour l'ulcère de Broglie, les ulcères tropicaux, comment se fait-il qu'elle soutient des projets contre l'excision? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'opportunisme dans tout ça? Où est la cohérence? J'aimerais répondre, comme il s'agit de personnes qui nous soutiennent avec conviction depuis des années, je prends cette question très au sérieux. Dans les pays où nous agissons, il n'y a pas un médecin pour la lèpre et un autre médecin pour une autre maladie. Il y a un infirmier pour tout, peut-être, et un médecin au loin, si on a de la chance. Donc il est vrai que la Fondation vous a dit que pendant ces 45 années d'existence, elle a su guérir plus de 500 000 lépreux. C'est vrai. Mais on ne vous a pas tout dit. Parce qu'il est impossible de ne s'occuper que d'une seule maladie. Si de plus, vous voulez non seulement vous occuper de guérir, mais également, et tout logiquement, d'améliorer les conditions de santé des personnes, alors il faut penser à l'eau, également, à l'alimentation aussi, et réunir les villages autour de ces projets, les faire adhérer afin qu'ils deviennent, ces projets deviennent leurs et deviennent autonomes. Et vous faites du développement communautaire. Si vous avez un malade qui séjourne longtemps dans un hôpital, il guérit. Vous n'allez pas le renvoyer de la maladie vers la misère. Il faut qu'il retrouve une nouvelle activité économique, un coup de pouce qui s'appelle le microcrédit. Lorsque vous avez une communauté villageoise qui se tient tout juste en vie et qui ne sait offrir à ses enfants aucune perspective d'avenir meilleur, alors il faut penser plus loin. Il faut faire de la formation professionnelle. Alors oui, franchement, là je me suis arrêté au tiers de la liste peut-être. Franchement, ça fait des ordres. Ça fait des ordres dans un esprit européen qui prévoit sur le PowerPoint slide des axes stratégiques 2 lignes seulement. Mais ce n'est pas le chaos. Ce n'est pas l'assistanat en tout genre. C'est ça le puzzle du développement dans un pays où on manque de tout. Où il n'y a pas 36 spécialistes qui font la file pour aider. Et la clé de cohérence dans ces actions,
Ça, c'est notre représentation sur le terrain. La force de nos associations partenaires, ceux qui sont engagés, ceux à qui on croit, ceux qui savent organiser les projets, les mener à bien et les suivre pour qu'ils évoluent. Vous en verrez tout à l'heure 2 à sa table ronde. C'est comme ça que nous sommes arrivés au sujet de l'excision. Nous travaillons ensemble au Mali avec une association de femmes qui s'appelle la COFESFA. Depuis longtemps déjà, nous faisons des microcrédits, nous faisons de la promotion de la femme, nous faisons construction d'écoles, forage. Et ces dames nous ont approchés il y a 2 ans avec un projet nouveau dont nous ignorions la gravité et l'envergure. C'est que dans les villages où nous étions fortement présents, avec elles et par elles, quelque part en arrière-fond, il se trouvait que 9 filles sur 10 subissaient des mutilations génitales. Alors, quelque part, j'espère que ça se passera pour vous comme pour nous à ce moment-là, c'est-à-dire à partir du moment où vous le savez, vous ne pouvez plus l'ignorer. À partir du moment où vous le savez et que vous avez les moyens, ou que vous voulez vous donner les moyens, vous allez agir. Et on a fait du sujet de l'excision, si on veut, le 3e bullet point sur la liste de notre programme Follow Enfants, à côté de la traite des enfants dans le Bénin du Nord et des enfants de la rue au milieu du Mali à Ségou. Un mot encore sur la position de la Fondation, de l'organisateur par rapport au débat qui va s'ouvrir. Les mutilations génitales sont un phénomène qui a traversé l'Afrique, qui a traversé l'histoire. Un phénomène qui traverse les cultures, les religions, les frontières des pays. À la Fondation, on aide et on rencontre avec un égal sentiment de respect et d'amitié des personnes de cultures et de traditions et de religions différentes. On n'a pas de filtre à l'entrée, on n'aura pas de statistiques à la sortie pour justifier notre neutralité. Ça ne fait pas de sens. Par contre, on se retrouve de pied ferme sur le terrain des droits universels de l'homme et de la charte des droits de l'enfant. Nous agissons afin que, dans un avenir, il n'y ait plus ni d'acteurs de crimes, ni de victimes. Et c'est dans ce sens-là que nous invitons la table ronde à rejoindre notre pensée. Je vous remercie. J'ai maintenant le très grand plaisir de demander à Madame Nathalie Reuter, journaliste extrêmement connue à RTL, de monter et, oui, je vous prie de l'applaudir parce qu'elle s'est tellement engagée, investie dans la préparation de ce débat difficile. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.